Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ATV dans notre débat spécial élection législative. Nous allons parler ce soir de la deuxième circonscription. Karen Brun, bonsoir. Bonsoir Jacques. Quelles sont les caractéristiques principales de cette deuxième circonscription? Alors cette deuxième circonscription est aujourd'hui, comme vous le savez, détenue par Gabrielle Louis Carabin et après 3 mandats consécutifs, elle a donc fait le choix de ne pas se représenter, mais elle sera toutefois la suppléante de Diana Perran. Alors cette deuxième circonscription est cette année particulièrement convoitée puisque ce sont 26 candidats qui se sont déclarés, un record, sachant que je vous le rappelle, en 2012, il y avait seulement 9 candidats. Alors au cours de cette soirée de débat, une quinzaine de candidats vont se succéder sur ce plateau, nous expliquer leur motivation, leur programme et surtout les enjeux de cette circonscription qui couvre Anse-Bertrand, la Désirade, le Gosier, le Moule, Petit Canal, Port-Louis, Saint-François et Sainte-Anne. Alors Karen, les premiers débatteurs de ce soir. Alors nous avons à nos côtés sur ce plateau Diana Perran, qui a été investie par le GUSR et qui représente aussi La République En Marche. À vos côtés, Justine Bénin, dont vous êtes candidate d'Hiver Gauche. À vos côtés, Patricia Pompilus, vous représentez Cap Citoyen. À ma gauche, Sophie Perumal-Sylvanis, vous avez été investie par le PPDG. Et enfin, Sébastien Gauthier, vous êtes sans étiquette, mais vous avez formé la formation politique Nouvelle Politique. Nouvelle politique. Alors ce soir, vous aurez près d'une heure pour vous expliquer avec les téléspectateurs guadeloupéens pour convaincre ceux qui nous regardent de voter pour vous. Vous aurez le même temps de parole et votre ordre de passage a été tiré au sort. Alors la première partie, on va commencer par là, Karen. Dites-nous. Alors, on peut, vous nous demandez d'abord, pour en 1 minute chacun et chacune, pour commencer, dites-nous quel député vous voulez être. Alors, Diana Perran, c'est à vous de commencer par le tirage au sort. Tout d'abord, bonsoir à tous les téléspectateurs d'ATV. Bonsoir à tous. Alors, vous savez, le jour où je me suis engagée en politique, il y a de cela 9 ans, je me suis engagée à être une candidate, à être une citoyenne pleinement investie, une citoyenne engagée, totalement disponible et active pour toujours défendre les intérêts des Guadeloupéens. À l'instar de celle que j'ai toujours été depuis 9 ans, donc depuis 2008, je souhaite être une députée, comme je l'ai dit, active, toujours disponible et toujours avec cette volonté de défendre les intérêts de la Guadeloupe. Vous savez, la Guadeloupe a pris trop de retard. Il nous faut aujourd'hui des parlementaires efficaces. Et qu'est-ce qu'un parlementaire efficace? C'est un parlementaire qui est en mesure de travailler en cohérence et en symbiose avec l'ensemble des élus, notamment de sa circonscription, mais également de sa région. Mais c'est également un député qui connaît les réalités, les problématiques et les projets de son territoire, de sa circonscription, de sa région, et ma foi, qui sera en mesure de les défendre parce qu'il se retrouvera dans la majorité présidentielle. Vous aurez le temps de défendre tous ces arguments, Diana Perran. Justine Bénin. Alors bonsoir à l'ensemble de la Guadeloupe, bonsoir à la population de la deuxième circonscription. Ce que je dois dire ce soir, tout d'abord, parler de mes motivations pour ces élections législatives. Tout d'abord, j'ai une belle expérience en politique. Je me suis engagée depuis 2008 en ma qualité de conseillère municipale où j'avais à cœur la responsabilité d'un syndicat intercommunal des eaux des grands fonds où j'ai pu accompagner des familles justement au niveau de la résolution de cette problématique de distribution d'eau potable sur la zone des grands fonds du Moule, de Gosier, de Mornalo et des Abîmes. Et bien évidemment, ensuite, conseillère régionale en charge de la formation professionnelle, présidente de l'école régionale de la deuxième chance, où j'ai eu à cœur de travailler en partenariat avec bien des centres de formation, bien du monde de la formation, mais aussi accompagner des jeunes en difficulté dans le cadre de l'insertion professionnelle et sociale. À ma qualité de présidente de l'école régionale de la deuxième chance, où j'ai pu nouer des partenariats forts avec le ministère de la Justice, avec le centre de détention de Bémao et bien d'autres. En tout cas, accompagner notre jeunesse, accompagner les familles de la Guadeloupe en difficulté et aujourd'hui conseillère départementale chargée de mission aux droits des femmes et à l'économie sociale et solidaire. Fort de tout cela, je pense que j'ai l'amour des gens, j'ai l'amour pour la Guadeloupe, l'amour pour les Mouliens, pour les habitants de la deuxième circonscription et ensuite j'ai une ambition pour la Guadeloupe. Je pense que beaucoup le savent. Oui, j'ai une ambition pour la Guadeloupe et aujourd'hui, me présenter à ces élections, pour moi, après avoir été, et je suis en tout cas élue locale jusqu'à aujourd'hui, et je souhaite vraiment jouer pleinement le rôle de porte-voix des demandes sociales, aussi bien, des groupements d'agriculteurs, aussi bien des syndicats d'agriculteurs, des associations de commerçants
et bien d'autres, en tout cas le porte-voix des demandes sociales, et jouer l'interface avec les collectivités. On sait parce que vous avez que beaucoup de choses à dire sur voilà, mais il faut à passer la parole aux autres. Merci. On a déjà passé la minute. Alors, Patricia Pompilus, quel député vous voulez être? Donc, tout d'abord, bonsoir à tous les téléspectateurs, donc bonsoir à la population de la 2e circonscription. C'est vrai que mon engagement n'a pas commencé sur le plan politique, mais sur le plan associatif, puis ensuite sur le plan économique, puisque je suis également vice-présidente de la Fédération des très petites entreprises. J'ai mené beaucoup de combats, donc je pense que beaucoup de personnes l'ont vu, donc ont vu l'engagement dans les combats que j'ai menés pour défendre les intérêts, bien sûr, l'intérêt général, et faire avancer les problématiques en Guadeloupe. C'est vrai que nous rencontrons des problèmes records de chômage, de pauvreté, de sécurité, de vie chère, de transport et des problèmes de traitement des déchets, de l'eau, qui ne sont toujours pas réglés au bout de plusieurs années. Il y a vraiment une crise politique, un désintérêt vraiment grandissant de la population à la vie politique et aux politiques en général. La preuve, dans cette 2e circonscription, il y a plus de 60% d'abstention. C'est énorme, ce qui prouve qu'il y a un réel problème, d'où l'importance et l'urgence d'apporter des réponses concrètes aux problèmes quotidiens de nos concitoyens. Justement, Pompilus, pour apporter les réponses concrètes au cours de ce débat. Sophie Permas-Sylvanus. Oui, bonsoir et bonsoir à la population de la 2e circonscription. C'est vrai que je suis engagée en politique depuis 2008. J'ai une expérience en politique. J'ai déjà mené donc plusieurs combats. Et donc c'est un combat que je mène aujourd'hui pour être députée donc de la 2e circonscription. Ma motivation première, c'est ma préoccupation de la situation de la Guadeloupe. C'est une situation très préoccupante. On ne peut pas s'accommoder de près de 25% de chômage. On ne peut pas s'accommoder de 45% de chômage chez les jeunes. On ne peut pas s'accommoder de savoir qu'on n'a pas d'eau dans notre robinet, des infrastructures, le transport, etc. Donc c'est vraiment des problèmes que nous devons prendre à bras le corps pour pouvoir aller porter ces problèmes à l'Assemblée nationale pour pouvoir avoir des solutions et des réponses. C'est vrai que la Guadeloupe m'interpelle. Je suis une Guadeloupéenne engagée et j'aime mon pays. Et je dis qu'il faudrait que nous arrivions à avoir une Guadeloupe active, une Guadeloupe qui crée des emplois, une Guadeloupe apaisée et une Guadeloupe plus responsable. Merci beaucoup. Alors, Sébastien Gauthier, quel député vous voulez être? Oui, alors, bonsoir à tout le monde, les téléspectateurs de la TV. Alors, beaucoup me connaissent pas forcément, mais connaissent les actions que je menais sur le territoire. Et c'est vrai que je vais en parler rapidement pour dire qu'à l'âge de 27 ans, je me suis engagé dans la lutte contre le sida en créant, en développant la marque de préservatifs Bois Bandé. Donc pendant plus de 10 ans, j'ai mis en place beaucoup d'actions sur le territoire parce qu'il fallait effectivement parler de cette maladie. Et donc je suis un homme d'engagement, je suis un homme d'action et les gens me connaissent ainsi. J'ai créé en 2014 l'association Yonalot qui œuvre dans la solidarité, dans l'insertion et la formation. Et c'est vrai que j'ai pu mettre en place au sein de l'association des partenariats avec Pôle emploi. J'ai pu mettre en place aussi un atelier d'insertion où nous insérons les jeunes. J'ai pu aussi mettre en place un chantier d'insertion qui doit démarrer avec embauche de 15 salariés en insertion. Et donc, si vous voulez, je n'ai pas attendu cette date pour véritablement me lancer, je dirais, au profit de la population guadeloupéenne. Ça fait bien longtemps que je suis engagé et aujourd'hui, je veux aller plus loin. Et c'est en ce sens que je suis là aujourd'hui parce que je suis dans une dynamique qui permettra justement de pouvoir proposer des solutions à la population guadeloupéenne. Et donc, c'est en ce sens-là que je suis là en tant que futur député. Merci, M. Gauthier. Merci. Alors, c'est maintenant le moment pour nous d'aborder la deuxième partie de cette émission. Nous allons évoquer un certain nombre de questions d'actualité. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser ce soir, c'est 82 candidats en Guadeloupe aux élections législatives pour seulement 4 mandats de députés. Alors, est-ce que ce nombre record de candidatures dans notre département est bien raisonnable, Diana Perran? Écoutez, raisonnable dans la mesure où ces candidats sont dans la loi, sont dans la légalité, oui. C'est l'expression même de la démocratie. Vous savez, la population se saisit de plus en plus de la politique, de ses enjeux. Donc, elle
elle prend de plus en plus ces scrutins comme une façon pour elle, pour ces personnes, d'exprimer leur vision, d'exprimer un projet pour la Guadeloupe. Donc, ma foi, la non-représentation des sortants a libéré un espace, et on dira qu'à libérer les énergies et les initiatives. Donc, pourquoi pas, 82 candidats. Effectivement, c'est beaucoup. Alors, j'espère que ce sera pas trop défavorable au niveau de l'abstention. J'appelle d'ailleurs les Guadeloupéens, j'appelle de mes voeux une participation forte à ces élections. On peut dire qu'il y a plus il y a de candidats, plus il y aura de participation. C'est possible. On aurait pu dire ça, mais malheureusement, on verra. Je l'espère, en tout cas. Alors, on oppose souvent société civile à quel type de société, pas militaire, société politique, mais tous les élus viennent de la société civile, en fait. Oui. Oui. Moi, je dis que ça participe en tout cas à l'expression démocratique, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait de désamour, de crise de confiance, à la chose politique, mais je dis que ça participe à la richesse du débat démocratique. Alors qu'on disait que les Guadeloupéens... entendre tous les candidats, parce que le risque, c'est aussi la cacophonie démocratique. C'est un risque, effectivement, de cacophonie, sauf que les gens veulent s'exprimer. Et j'ai entendu, il n'y a pas si longtemps, Patricia Brafland-Trobo dire que les gens aiment la chose politique, ils aiment le débat. Vous allez acheter le poisson, et on parle des hommes et des femmes politiques. Vous allez acheter votre poulet frites, on parle de politique. La Guadeloupe et les Guadeloupéens aiment la chose politique. Je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce renouvellement politique, après les élections présidentielles, où c'est vrai qu'il y a eu un taux d'abstention, eh bien, je pense qu'on va, voir bien de nouvelles têtes. Nous allons entendre des débats, j'espère, riches et fructueux, mais pas avec des noms d'oiseaux, oui, je l'espère. Et puis, je pense que... Pardon ? Il n'y a pas eu jusqu'ici sur le plateau. Il n'y a pas eu parce que c'est intelligent. Madame Pompilius ? Oui, en fait, moi je suis ravie qu'il y ait autant de candidats. Ça montre que les citoyens, parce que moi je parle de politique citoyenne, moi mon ambition c'est effectivement à travers Cap Citoyen, c'est de réconcilier les citoyens guadeloupéens et guadeloupéennes avec une vraie politique citoyenne en leur rendant leur pouvoir d'action et en les associant aux affaires de la cité. Donc je pense qu'effectivement, concourir au suffrage universel, c'est une façon citoyenne de donner à tout un chacun la possibilité de s'exprimer. Et j'espère justement que cette en tout cas, cette la élection... légitimité. Exactement. De toute façon, c'est prévu par la loi. Donc c'est pas tout à fait. Tout citoyen a la possibilité d'aller aux élections. Heureusement, on est dans une démocratie. Et moi, nous, enfin, au niveau de Cap Citoyen, on prône une démocratie citoyenne. Et j'en suis ravie et j'espère effectivement que la population se mobilisera en masse pour aller voter. Oui, mais est-ce que les députés, même dans l'exercice de leur fonction, offrent la possibilité, font des comptes rendus de mandat, ils sont élus, après on ne les voit plus, etc. Et ils reviennent au moment de l'élection. Est-ce que ça va changer ? En ce qui me concerne, oui. Moi, une fois élu, c'est clair que je ferai un bilan de mon mandat chaque année. Ça, c'est prévu, je l'ai prévu dans ma profession de foi. Et afin de rendre compte, c'est tout à fait normal de son mandat, et il faut que ça soit transparent et que la population puisse suivre à tout moment ce qu'on fait à l'Assemblée nationale. Alors, Sophie Pérumal-Sylvanis, 82 candidats, c'est pas trop ? Non, ce n'est pas trop. D'ailleurs, je serais tentée de dire que c'est l'effet Macron. Ah oui, parce qu'il a permis, d'ailleurs même pour les députés, il a demandé à ce que ce soit des personnes de la société civile. Et vous disiez à l'instant, société civile, quelle était la différence qu'on pourrait faire. Mais c'est l'expression de la démocratie, on l'a dit. Et puis c'est l'engagement. Je crois que chacun trouve qu'il est nécessaire de s'engager pour défendre l'intérêt de son pays. Donc il faut laisser cette expression libre, il faut donner à ces candidats la parole. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la télé, vous n'avez peut-être pas le temps de donner à tout le monde la parole, mais il faudrait les entendre pour voir le projet, parce que je pense qu'ils sont mobilisés autour d'un projet, et donc un projet pour leur pays, un projet pour la nation. Donc il faut laisser cette expression à ces candidats. Il n'y a pas même un profil de député idéal. Tout le monde peut être député. C'est-à-dire que c'est la population qui tranchera, c'est clair, et ce sera en fonction du projet de chacun. Maintenant, vu que les ténors ne sont plus là, ça laisse quand même un champ libre, un boulevard, on peut dire comme ça, pour les autres. Mais c'est vrai que les candidats qui sont en lice, ils ont une parole à porter, ils ont un projet à défendre, donc laissons-les défendre leur projet.
C'est aussi votre avis, Sébastien Gauthier? Oui, je partage l'avis de ces dames. C'est vrai que la loi sur le non-cumul a créé effectivement un boulevard pour qu'il y ait de nouvelles têtes, du renouvellement au sein de l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est important qu'il y ait du renouvellement, ça réoxygène. Et puis, ça permet aussi aux députés d'être peut-être plus proches des réalités du terrain, puisqu'il y a de nouvelles têtes. Il y a des gens qui viennent de la société civile et qui connaissent maîtrisent bien le terrain. Donc, je crois que c'est important, justement, qu'il y ait du monde qui s'intéresse à la politique. Nous sommes 82, pourquoi pas. À partir du moment qu'on a une capacité de défendre ses opinions, ses idées. Donc oui, je suis un grand bravo pour ces personnes-là. Et aussi un grand bravo pour vous aussi, parce que c'est vrai que vous faites le travail, puisque vous nous permettez de nous exprimer, et c'est pas tout le monde qui le fait. Et si vous me permettez, c'est peut-être l'une des premières et rares fois que vous voyez autant de candidates avec un candidat. Un candidat. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'à l'agence féminine est en force ce soir. On appelle à la féminisation de la vie politique et c'est une bonne chose pour la Guadeloupe. Il y a pourtant une sensibilité dans cette vie politique. Très certainement. Tout à fait. D'autant plus que vous savez que les femmes sont très peu représentées à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'on m'a posé la question pourquoi un binôme femme-femme ou homme-homme. C'est vrai, ça peut interpeller puisqu'il parle de parité, mais c'est pas une obligation. Là, on a 42% de candidates. À l'échelle de l'Hexagone, il y a 42% de candidates. Oui. Le président a appelé à parce qu'il y ait bien sûr cette parité. Voilà. C'est par rapport à la République en marche, mais avant, c'était pas le cas. Très bien. Alors, on prend conscience de cela parce qu'il y a autour de la table beaucoup de candidates compétentes et un candidat, un seul candidat parmi le premier groupe. Mais rassurez-vous, il y a 2 autres groupes qui arrivent. D'autres hommes et d'autres femmes aussi, d'ailleurs. Vous aurez comme place, je dis, de résistance si vous êtes élu, cette fameuse loi d'habilitation que propose le président pour réformer, principalement de procéder par ordonnance pour réformer le Code du travail. Le débat a déjà commencé sur cette question-là. Alors, est-ce que, Diana Perron, vous qui vous destinez à être dans la majorité présidentielle, est-ce que vous soutenez corps et âme ce projet d'ordonnance et de réforme du Code du travail? En effet, les débats ont commencé aujourd'hui avec les partenaires sociaux. Monsieur Macron a reçu les différents partenaires sociaux aujourd'hui pour parler justement de cette réforme du marché du travail. Alors, effectivement, le calendrier, il est simple. Après une série d'ordonnances prises dans le mois de sa mandature, de son premier mois de mandat, après, bien sûr, autorisation du Parlement, la réforme doit rentrer en vigueur à l'automne prochain. L'objectif de M. Macron est simple, c'est d'offrir davantage de souplesse aux entreprises en accordant plus de poids aux négociations dans les branches, menées à l'intérieur même, à la base, avec les salariés eux-mêmes. Il y a quelque chose qu'on appelle la hiérarchie des normes. Alors, cette hiérarchie des normes, elle sera complètement inversée. Oui, mais justement, qui a été amorcée justement par la première loi travail. Vous développez l'argument de M. Macron. Non, c'est pas l'argument de M. Macron. Qu'est-ce que vous sur le plan, vous savez, permettez juste terminer ma question. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez du procédé, c'est-à-dire des ordonnances, de se faire habiliter pour procéder par ordonnance? Est-ce que c'est pas une façon d'écarter le débat, de ne pas faire trop traîner les choses? C'est pas une méthode à la hussarde. Alors, vous savez, voilà, c'est aller plus vite. Vous savez, nous sommes dans un contexte économique et social qui demande la rapidité et de l'efficacité. Le programme de M. Macron a été validé le mois dernier, plébiscité par les Français. Donc, on lui a donné quitus pour mettre en place. Il ne l'a toujours dit qu'il procéderait par ordonnance pour une question de rapidité et d'efficacité, parce que la situation le requiert. Donc, oui, j'accompagnerai M. Macron dans cette décision. Mais vous savez, c'est pour éviter beaucoup de débats. Mais il y aura un accord préalable du Parlement pour mettre en place ces ordonnances. Donc, je valide et puis j'accompagnerai M. Macron parce qu'encore une fois, la situation économique le requiert. Nous devons réformer le Code du travail. Vous ne craignez pas pour les salariés? Vous n'avez aucune crainte concernant le sort des salariés? Comme je vous l'ai dit, les négociations seront avec les salariés dont ils constituent la base de l'entreprise. Donc les accords seront dorénavant pris à la base, donc avec tous les salariés. Et il a décidé de mettre en place une instance unique de représentation, c'est-à-dire que les différents comités d'entreprise, les délégués du personnel et les CHSTC seront tous réunis dans une seule et même entité. Donc, M. Macron a à cœur de défendre également les salariés.
Alors, moi, ce que je souhaiterais dire avant de répondre à la question, je rappelle quand même aux Guadeloupéens que j'ai parrainé Emmanuel Macron et que je suis dans l'ère Macron depuis très longtemps et que je suis adhérente à En Marche. Voilà, ce que je tenais à dire et c'est important. Mais vous n'êtes pas la candidate d'En Marche. Je ne suis pas la candidate d'En Marche dans la circonscription, je suis la candidate de la population de la 2e circonscription et de la Guadeloupe. Alors, ça, c'est la langue de bois, madame. Est-ce que vous n'êtes pas la candidate d'En Marche, pour être précis? Je suis la fille du peuple. Et je suis la fille de la population de la... Je suis d'accord avec vous, très bien. Mais vous n'avez toujours pas répondu à la question de me dire vous n'êtes pas la candidate d'En Marche. Non, je ne suis pas la candidate d'En Marche dans la circonscription. Mais je le dis quand même, parce que c'est important que les Guadeloupéens puissent savoir. Eh bien, pourquoi? Parce que j'ai mené campagne au présidentiel et j'étais à côté de cette jeune candidate, Diana Perron, comme moi-même. Vous ne pouviez pas vous rassembler pour Emmanuel Macron. Et donc, je peux dire qu'aujourd'hui, concernant cette ordonnance, moi je trouve, et François Hollande l'a dit dans un discours, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que dans la précédente mandature, nous avons vu bien des manifestations justement concernant la loi El Khomri qui voulait justement un peu aller en rapidité et faire un passage en force en oubliant un peu les revendications des salariés. Donc là, concrètement, lorsque nous savons la méthode. Oui, je conteste la méthode. Lorsque nous savons, eh bien, qu'en Guadeloupe, il y a bon nombre de difficultés et il y a des problèmes de négociation et de branches. Les branches professionnelles ne sont pas organisées en Guadeloupe. Lorsque nous savons qu'il y a des difficultés en termes de discussion entre le patronat et les salariés, je trouve qu'aujourd'hui, alors qu'il vient d'être élu, c'est une manière un peu cavalière, eh bien justement, de réformer le Code du travail. Et même si j'ai voté, je suis adhérente à En Marche, et je soutiens le président Emmanuel Macron. Non, je ne suis pas en marche arrière. C'est pas parce que nous allons être dans une majorité ou parce que nous sommes pour le président ou parce que nous avons validé, nous avons accompagné la population à voter pour lui, eh bien qu'il faille dire absolument oui à ce qu'il fait. Il faut toujours avoir un petit bémol et dire attention parce que la situation de la Guadeloupe est difficile, la situation de la France est difficile. Nous l'avons vu avec les manifestations du fait de la loi El Khomri. Il faut vraiment aller avec parcimonie. Et puis le code du travail quand même. Lorsque nous savons, dès que les ouvriers de la sidérurgie se sont battus au niveau de l'Hexagone et qu'en Guadeloupe, les gens se sont battus, il y a eu la crise de 2009. Vous coupez parce que vous dépassez un peu votre temps de parole. Je suis président. Madame Perron, votre précision et après Madame Pompilius. Je voudrais réagir à ce que Madame Bénin vient de dire. L'ordonnance n'exempte pas la négociation. On est d'accord? La négociation a d'ores et déjà commencé avec l'ensemble des partenaires sociaux. Elle devrait durer jusqu'au mois de juin. Tout à fait. Donc, ils seront complètement complètement concertés. Monsieur Macron est dans cette logique de concertation avec tout le monde. Encore une fois, l'ordonnance, c'est la rapidité d'exécution. On est d'accord. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Bien sûr. Il va devoir faire. Voilà. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit attention pour qu'il n'y ait pas de passage en force. Donc voilà, c'est la précision que je voulais Alors, apporter. Madame Pompilius, vous, députée, est-ce que vous voteriez cette fameuse loi d'habilitation qui permet au président de la République de réformer le Code du travail par ordonnance? De toute façon, cette façon de voter la loi par ordonnance, elle est inscrite dans la Constitution, puisque l'article 38. Oui, c'est tout à fait. Le 49.3 aussi, c'est dans la Constitution. Voilà, donc c'est pas du tout illégal. C'est dans la Constitution. C'est pas du tout illégal, puisque la Constitution permet au président effectivement. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur la méthode qui est qualifiée par certains de méthode à la hussarde? En fait, il faut comprendre qu'en France, les réformes ont du mal à passer. Vous avez vu que les gouvernements se sont succédés d'année en année, et vous voyez bien qu'il y a toujours des grèves, il y a toujours. Et donc, moi, je suis pour le dialogue social, effectivement, et c'est ce qu'il fait. Il invite les partenaires sociaux à se parler, à négocier, effectivement. Mais à un moment donné, il faut réformer, il faut faire avancer le pays. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans le blocage ou est-ce qu'on essaye quand même d'avancer? Donc je pense que cette méthode par ordonnance doit être utilisée de façon pragmatique et de façon, pas de façon continue, mais ponctuelle à un problème donné et de façon limitée. Mais à partir du moment où, effectivement, le dialogue social passe parce qu'il ne faut pas non plus occulter le travail des parlementaires, le Sénat et l'Assemblée nationale, parce qu'il y a une navette. C'est quand même l'Assemblée nationale qui vote. Ce sont les députés qui votent les lois. Donc, il ne faut pas non plus les mettre aussi en retrait. Donc, il faut effectivement que ce travail continue, mais dans des cas précis, compliqués, où il y a toujours des blocages,
moi, je suis pour effectivement débloquer la situation et faire avancer les choses. Donc, je tenais aussi à préciser, puisque Madame Benel l'a précisé, et je sais que Madame Perrand est la candidate officielle d'En Marche, mais Cap Citoyen, on a rallié Monsieur Macron depuis janvier. Et on a fait vraiment campagne pour Monsieur Macron, puisque je suis également membre du bureau national de Cap 21. Corinne Lepage a rallié Monsieur Macron depuis janvier. Donc, je tenais à préciser que on fera campagne et si je suis élue, je siégerai bien sûr dans la majorité présidentielle. Madame Sophie. Il faudra être vigilant parce que c'est vrai que les travailleurs, on a besoin des travailleurs, donc il faudrait que dans ce cas de figure, que s'il y a des négociations, si on négocie correctement, on doit pouvoir arriver à des accords. Donc il faut prendre le temps qu'il faut pour pouvoir négocier et pour pouvoir trouver des solutions. Ça, c'est le gouvernement doit fonctionner comme cela. Et donc avec les députés, parce que sinon, quand on fait passer une loi par ordonnance, sans concertation, mais c'est la rue après. C'est la rue, on entendra la voix de la rue. Et donc il faudra éviter cela, puisque on n'est pas à l'abri d'une explosion sociale encore. Donc il faut éviter cela, parce que la France n'a pas besoin de cela. Nous avons déjà beaucoup de difficultés ainsi pour pouvoir en rajouter. Donc il faut vraiment prendre le temps, même s'il veut aller vite, mais prenons le temps d'échanger. La crainte des organisations syndicales, c'est que le rapport ne soit inversé en faveur du patronat. C'est ça qui est posé comme il peut y avoir trop de flexibilité, attention à cela, puisqu'il faut être prudent. Nous, à notre niveau, nous disons que nous défendons les droits des travailleurs. Nous défendons la sécurité de l'emploi. Et que nous ferons entendre la voix de la gauche dans cette majorité présidentielle. Donc là, nous sommes clairs. Alors Sébastien Gauthier, est-ce que vous pensez que cette loi pourra, comme l'a dit d'ailleurs le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, déverrouiller le marché du travail? Alors j'ai été aussi chef d'entreprise. Je crois vraiment effectivement qu'il faut réformer. Et j'ai soutenu aussi le président Macron. Donc tout le monde est en marche autour de cette table. J'ai soutenu en premier tour et deuxième tour. Donc je le dis aussi. Je crois effectivement que c'est une bonne chose. Effectivement, s'il y a un dialogue qui s'installe, un dialogue social qui s'installe avec les syndicats, et pour trouver un juste milieu, je crois aussi qu'il y a un travail à faire aussi au niveau de la Guadeloupe. Et en tant que futur député, il y a des rencontres qui doivent se faire avec les syndicats pour qu'on puisse aussi nous apporter notre spécificité. Donc, à mon sens, je vais appuyer, puisque je ferai partie de la majorité présidentielle, appuyer au niveau de l'ordonnance, donc soutenir effectivement Macron. Alors, oui, allez-y. Je dis, il faut quand même être prudent, il faut être vigilant, il faut vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir ne pas léser les travailleurs. Alors, un projet, il est clair que M. Macron a dit, j'irai plus loin que la loi El Khomri. On le sait déjà. Mais c'est vrai que les contours restent encore assez flous et doivent être encore présentés. Il faut le laisser. Autre dossier important, un autre gros chantier, c'est la loi sur la moralisation de la vie publique qui sera portée par François Bayrou, qui a déjà commencé à travailler avec les propositions du député René Dossière, qui s'occupe des dépenses publiques depuis très longtemps. Alors, cette loi, on peut dire que la première victime, c'est un ministre d'Emmanuel Macron, le ministre de l'équilibre territorial, qui se retrouve avec un souci. Monsieur Bayrou, même en procès pour diffamation. Un autre ministre dans une affaire immobilière, ça commence très mal. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette moralisation de la vie publique? Jusqu'où peut-on aller? Écoutez, effectivement, le scrutin présidentiel a été terni par pas mal d'affaires. Donc, effectivement, cela suscite par la suite des décisions assez draconiennes, si je puis dire. Le fait de ne pas pouvoir embaucher un membre de sa famille, quand bien même cette personne serait-elle compétente, quand bien même cette personne aurait-elle les capacités de pourvoir cet emploi. Après, c'est une question d'éthique. Alors, lorsqu'on embauchera un membre de notre famille, et comme je l'ai dit, même s'il a les capacités, les compétences pour, il y aura toujours une suspicion qui planera sur son embauche. Donc vous êtes pour l'interdiction des emplois familiaux?
Je suis dubitative parce que c'est toujours embêtant de pouvoir empêcher quelqu'un qu'on connaît bien, qui a les compétences, encore une fois, je répète, hein, qui a les compétences et les capacités de pourvoir à cet emploi. Vous, député, vous pourriez proposer un amendement pour revenir non, sur... pas du tout. Par contre, je parlais d'une question d'éthique et de suspicion. Il y a l'éthique derrière. Pourquoi pas des recrutements sur titre? Ces personnes disposent des titres de qualification à un certain niveau. Pourquoi ne pas introduire cette donnée? Ce serait une possibilité, effectivement, mais en l'occurrence, quand on devra voter cette loi, ma foi, encore une fois, pour une question d'éthique, je la voterai. Après, il y a également cette loi de moralisation, il y a également l'empêchement de cumuler 3 mandats successifs. Vous êtes pour cette disposition? Oui, vous savez, nous sommes dans une vague de renouvellement. Après 3 mandats, 3 fois 6. On est fatigué. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin, la population a besoin d'un renouvellement, de nouveaux visages. L'élu en question a besoin de se remettre en question. C'est difficile de se remettre en question après 3 mandats, une fois qu'on a un certain confort, une certaine façon de travailler. Et bien évidemment, le fait de ne pas posséder de casier judiciaire, d'avoir un casier judiciaire vierge, bien sûr, j'y souscris à 100%. Alors Justine Bénin, vous aussi, vous voteriez cette loi sur la moralisation de la vie politique? Alors, en préambule, ce que je dois dire, c'est que l'élu, en tout cas, c'est un guide, c'est une personne référente, c'est quelqu'un qu'on suit. C'est-à-dire que la parole de l'élu a du poids et doit avoir du sens. Et je pense que, oui, moi je suis d'accord pour cette loi sur la moralisation de la vie politique. D'une part, l'élu, s'il est un guide, il doit payer ses impôts, il doit être à jour de sa fiscalité, et quand même, il doit être exemplaire. Lorsqu'on parle de crise de confiance et que les gens ne votent pas, qu'il y a de l'abstention, je pense que l'élu doit être exemplaire. Sur la durée du mandat, moi je suis totalement d'accord. Et les États-Unis l'ont fait avant la France, parce que nous savons très bien qu'à l'origine, eh bien, tout élu arrive engagé, déterminé. Mais vous savez que les demandes, les doléances, les besoins de la population, eh bien, s'accroissent, vont s'agrandissant. Et c'est pas tout le temps évident de garder pied, d'avoir du recul et de la lucidité. Et ça, c'est important. Donc, vous pensez qu'il y a des tentations? Il y a des tentations, et je pense que cette loi... Des tentations seulement ou... Il y a tellement de choses, et il faut résister, parce que nous sommes des êtres humains, et nous avons des failles, même si nous avons des forces. Et troisièmement, sur... déjà la fiscalité, payer ses impôts, sur la durée du mandat, et sur, il y a un troisième point dont j'ai un trouble, mais je veux dire que c'est très très important. Embaucher un parent, c'est très important parce que celui qui vote à côté et qui n'a pas les moyens et qui n'a pas un père qui est maire, qui est conseiller départemental, qui n'est pas conseiller régional ou qui n'est pas président, comment fait-il? Et nous le voyons en Guadeloupe au quotidien. Lorsqu'on est en micro-société, petite société, eh bien on sait. Mais des fois, on n'ose pas dire. Et donc, je pense que là, un jeune président de 39 ans qui ose aller dans le cadre de la moralisation de la vie politique, eh bien, je peux vous dire chapeau pour lui parce que c'est le premier à l'avoir fait. Alors, Patricia Pompilus, vous aussi, vous souscrivez à cette proposition de loi? Tout à fait, puisque en fait... Appelée à devenir une proposition de loi. Il y a eu des textes réglementant la vie politique avant, qui ont essayé. Avant le parquet national financier, ils sont pas allés si loin. François Hollande, le Haut Comité pour la transparence, c'est sous François Hollande. Et même depuis 1994, il y a des textes pour la moralisation de la vie politique. Là, on est à un aboutissement. Madame Pompilus. Moi, je pense qu'effectivement que c'est nécessaire. Non seulement, c'est quand même une condition pour retrouver la confiance des électeurs et des citoyens. Donc je pense qu'effectivement, il est nécessaire de mettre en place un minimum en fait, de règles pour qu'il n'y ait pas effectivement d'abus de part et d'autre. Moi, je suis pour. Alors c'est vrai qu'on parle effectivement du non-emploi de membres de la famille, du fait de ne pas avoir été un casier, mais c'est vrai que cette loi aussi comprendrait d'autres mesures, comme par exemple le fait de réduire le nombre de lois, de pouvoir accélérer l'examen des lois. Donc c'est vrai que c'est un gros paquet de mesures. Le nombre de parlementaires. Voilà, le nombre de cumul des mandats, tout ça. C'est 3 ans dans le temps. Je trouve que c'est très important pour renouveler la classe politique et surtout pour éviter la corruption, parce que quand on est dans un processus, oui, mais c'est ça, parce que en fait quand on s'installe, ce qu'on appelle la réserve parlementaire, tout le monde
est pour la disparition de la réserve parlementaire. Donc c'est à peu près 130 000 euros en moyenne. En fait, moi, je ne suis pas pour, je vais vous dire pourquoi, parce que il faut que ça soit transparent. Parce que le problème... Alors, globalement, c'est rendu public. Hein. Enfin, on sait précisément ce que chaque député oui, mais et à qui il est donné. Qu'est-ce que la réserve parlementaire? C'est une somme qu'on alloue aux parlementaires pour accompagner soit les associations, soit les villes, soit des personnes en grande difficulté. Il faut qu'on fasse attention quand même, hein, parce que c'est pas parce qu'on veut traquer, eh bien, ceux qui, parce que des fois, les bons passent pour les mauvais. Sauf que je peux vous dire qu'il y a des députés qui ont bien agi avec leur réserve parlementaire. Et il faut les saluer. C'est pas parce qu'on vient avec un drap propre que l'autre drap, eh ben, il n'a pas servi, il n'a pas bien servi quand même. Donc, je souhaiterais terminer, puisque j'ai pas eu le... Madame Concilius, allez-y. Oui, pour la réserve parlementaire, parce que vous m'avez posé la question, moi, je pense que c'est indispensable, mais il faut effectivement un contrôle. Puisque c'est un outil qui permet effectivement d'aider des associations, de faire des actions quand même, de financer certains projets au niveau local. Et c'est important parce que même si le député a un mandat national, il est élu localement. Donc c'est une façon aussi pour lui quand même d'être rattaché à son territoire et de faire des actions. Donc pour moi, c'est important de maintenir. Alors Sophie Perman. Voilà, moi je suis tout à fait d'accord pour cela, pour moraliser donc la vie publique, hein, parce que en fait, quand on demande à un enfant d'avoir un comportement, l'enfant regarde un modèle. Et quel modèle on lui présente? Si le modèle est défaillant, l'enfant va suivre ce modèle. Et ça a été prouvé puisque l'enfant regarde l'exemple qui lui est proposé. Donc déjà au départ, si l'élu est un mauvais exemple, comment on peut demander à un jeune d'être un bon exemple? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Ah ben oui, mais si un tel fait, pourquoi moi je ne peux pas faire? Donc déjà commençons par moraliser cette vie publique, donc que les élus soient en phase avec leur action, avec leur engagement, et donc de ne pas embaucher un de ses parents. Il y a d'autres personnes. Ça, c'est du favoritisme, ça, c'est du clientélisme. Je pense qu'il faut aussi arrêter avec ça. Et moi, je suis pour un homme, un mandat. Alors, Sébastien Gauthier. Oui, donc je partage effectivement vos avis, mesdames. Je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait plus de transparence aussi, au niveau, je dirais, de la réserve parlementaire. Je crois aussi, je l'ai mis dans le cadre de mon programme, alors je ne sais pas si la réserve parlementaire existera toujours, mais je pense qu'il faut qu'elle existe parce qu'elle sert véritablement les intérêts des associations au niveau du territoire. On sait tous que c'est très difficile pour les associations d'obtenir des subventions. Hein. Donc, de l'argent de poche. Des municipalités. Donc, de l'argent de poche. Elle a servi beaucoup à subventionner des équipes de vélo, des groupes de carnaval, des associations de lutte contre l'illettrisme. De pouvoir aider justement. Laissez monsieur, Madame Bélier, vous êtes très en avance. Laissez monsieur Gauthier. Je crois qu'il faut qu'il y ait de la transparence. Je crois même à mettre en place un jury citoyen qui puisse justement ce jury pouvoir délibérer sur les dossiers. Je crois qu'il faut structurer plus, je pense, au niveau de la réserve parlementaire. D'avoir quelqu'un qui valide, c'est-à-dire que le député décide, mais pas seul. Pas seul, voilà. Je pense qu'il faut plus qu'il y ait une cohésion en ce sens-là, plus cadrer la réserve parlementaire que la supprimer. Je ne suis pas pour la supprimer parce que je crois qu'elle est vraiment importante pour le territoire, notamment la Guadeloupe. Nous souffrons de déficit de subventions. Alors sur les autres aspects de la loi, Monsieur Gauthier, vous n'êtes pas prononcé sur le non-cumul, sur le fait de pouvoir embaucher. Non, sincèrement, oui, il faut vraiment le faire. L'affaire Fillon nous a fait voir les dérives véritablement qui peuvent se mettre en place. Donc le député ne va plus embaucher sa femme. Non. Ni ses enfants. On le fera. Je le ferai avec un grand plaisir, véritablement, parce que. Et la femme de son ami, on peut embaucher. Hein? Je sais pas. Non, mais il faut pas. Ça va intervenir. Mais en tout cas, pour tout ce qui est famille. Donc encore une fois, les femmes sont victimes là, non? Mais ça dépend. Si c'est une femme qui est députée ou quel que soit. Donc elle ne peut pas embaucher son mari non plus. Voilà. Donc je crois qu'il faut quand même qu'il faut moraliser tout cela. Donc vous voterez cette loi? Oui, je la voterai, oui. Mais est-ce que par rapport à ces lois-là, est-ce que vous regardez déjà par rapport à votre région, c'est la région que vous représentez, enfin vous représentez la nation, mais par rapport à d'où vous venez, est-ce que ces lois, vous pensez que c'est facile de les mettre en place dans les circonscriptions d'où vous venez? Bien sûr, vous savez, concernant la loi sur la réserve parlementaire, elle a commencé déjà à être un petit peu régulée.
les parlementaires, dorénavant, n'ont plus le droit d'attribuer directement une subvention à une association. Ils doivent désormais passer par le biais d'une mairie. Donc, c'est le maire qui est chargé d'attribuer la réserve parlementaire à une association qui, au préalable, a demandé cette subvention doublement au maire et aux parlementaires. Donc c'est une façon pour le législateur de réguler un petit peu, de contrôler un petit peu la provenance et puis surtout l'activité même du parlementaire et de la réserve parlementaire. Il y a des thèmes qui ont disparu du débat. On ne parle plus de l'endettement, on ne parle plus du chômage, on ne parle plus des questions embêtantes. On a l'impression qu'il n'y a plus de questions qui posent problème. Monsieur Gauthier, il y a un chômage immense en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'un député a envie de faire pour ça? Oui, il y a un chômage immense en Guadeloupe en tout cas. Après réflexion, effectivement, je crois qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Alors, on parle de zone franche. Je suis pour effectivement l'instauration de zones franches, mais une zone franche qui soit adaptée par rapport à notre territoire. Je suis pour un véritable plan Marshall par rapport à l'emploi, que l'on puisse créer, labelliser entre guillemets un dispositif qui sera spécifique à notre territoire, qu'on pourrait par exemple parler de territoire prioritaire à l'emploi. Aujourd'hui, il existe les quartiers prioritaires à l'emploi, mais je crois qu'il faut qu'on crée véritablement notre territoire qui soit un territoire prioritaire à l'emploi et qui permette justement d'embaucher un certain nombre de quotas de Guadeloupéens. Je crois que, à l'image de ce qui se fait en métropole dans le cadre des UP, en fait, donc il faudrait reprendre le même dispositif et l'adapter sur notre territoire, donc un système de quotas, et puis voir aussi pouvoir mettre en place des causes d'insertion sociale. Donc il faut analyser cela pour voir comment on pourrait justement mais qu'il y ait moins de chômage. Ça a été exploré dans la région de Marseille avec un grand succès. Donc je crois vraiment qu'il faut... Vous êtes en partie de région au Plante de la Canne, il y a des usines, vous êtes dans des zones importantes. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Les quotas vont disparaître je crois, en 2017. Qu'est-ce qu'on fait de notre principale production? On n'entend plus parler de ces questions. Quand vous parlez de la canne et la pêche, en fait... me concernant au niveau du programme que je souhaite proposer au niveau pour résoudre le problème du chômage et de l'emploi, ce serait effectivement de proposer une expérimentation, donc d'expérimenter le revenu universel d'activité. Je dis bien, c'est pas le même projet qu'a proposé Monsieur Hamon. Ce revenu universel est conditionné à une activité, parce que vous savez que sinon ça va augmenter l'assistanat et c'est pas ce qu'on veut dans notre territoire. Donc l'idée, c'est effectivement de proposer cette expérimentation sur les territoires d'outre-mer qui le souhaiteraient et de voir effectivement comment ça va fonctionner. Déjà, je peux vous dire que la Finlande est en train d'expérimenter ce dispositif. L'Ontario au Canada, ils sont en train de le faire, aux Pays-Bas aussi. Donc je pense que on est de plus en plus dans cette approche-là dans l'avenir et pourquoi pas expérimenter ce dispositif qui va régler non seulement le problème du chômage, mais également le problème de la violence. Alors, on est naturellement arrivé à la troisième partie de cette émission sur les enjeux de cette circonscription et surtout les différentes propositions que vous voudrez porter à l'Assemblée nationale. Donc, Diana Perron, vous, députée à l'Assemblée nationale, quelle loi ou projet de loi vous auriez envie de défendre, qu'il soit à portée locale ou nationale? Alors, vous savez... moi, députée demain, c'est vrai que je me fais fort de travailler sur plusieurs axes. Premièrement, l'axe de la circonscription. Effectivement, notre circonscription est composée de 2 communautés d'agglomération, donc le Nord Grande Terre et le Sud Grande Terre, qui ont 2 vocations différentes. La première, donc le Nord Grande Terre, qui a une vocation plus rurale et agricole, et celle du Sud Grande Terre, donc une vocation beaucoup plus touristique. Donc avec des réalités, des problématiques différentes. Donc dans le Nord Grande Terre, effectivement, il faudrait développer la croissance verte, l'accompagnement des producteurs, des agriculteurs. Vous savez, il y a de cela 3 jours, j'étais à Anse-Bertrand et j'ai été interpellée sur la question de la pollution des sols par des agriculteurs. Donc cette question de santé et le fait qu'ils aient eu à manipuler des produits phytosanitaires. Donc, il y aura également la question de l'accompagnement des agriculteurs sur les questions de santé. Dans le Sud, donc je vais parler du tourisme, effectivement, étant conseillère communautaire, nous avons un projet de territoire
tourné vers le tourisme et le nautique. Donc c'est voir comment nous développons la croissance bleue avec donc cette agglomération et bien entendu avec la région. Pareil, nous allons devoir mettre en place un plan de relance pour la pêche en faveur des pêcheurs qui souffrent des problématiques liées à cela. Le deuxième axe sur lequel je vais travailler intensément, c'est bien entendu l'accompagnement du projet régional. Projet régional que les Guadeloupéens ont plébiscité en décembre 2015. Donc effectivement, Emmanuel Macron s'est d'ores et déjà engagé à nous accompagner dans la mise en place. Résumez vos idées qui sont nombreuses. Donc voilà, donc ce serait accompagner le projet régional, défendre, le soutenir pour que ce projet que les Guadeloupéens ont validé, ma foi, puisse prendre toute son application. Alors, puisqu'il reste Madame Benet très en avance, Monsieur Gauthier, alors on va vous donner la parole avant. Qu'est-ce que vous aimeriez porter comme projet à l'Assemblée pour faire votre territoire avancer? Oui. Alors, déjà, il y a l'Europe reconnaît notre territoire, notre spécificité, notre insularité à travers l'article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Aujourd'hui, la République ne reconnaît pas cela. Je crois qu'un gros chantier sera mis en œuvre pour qu'on puisse, la République puisse reconnaître aussi nos handicaps structurels permanents. Ça nous permettra effectivement, par exemple, je vais parler de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui ne cesse de diminuer. Ça nous permettra justement, pourquoi pas, de mettre en place un taux d'insularité dans le calcul de la DGF. Et ce taux d'insularité permettra justement de répondre à la problématique de la double insularité pour la désirade. Et ça, vous pensez que ça va passer à Bruxelles? On parle du niveau de la France. Hein. Oui, mais là, le traité 349, etc., ça fait partie aussi des lobbies. Il faut transposer en droit national ce traité-là, de façon à ce que la République puisse reconnaître nos spécificités et permettre justement, à travers des lois, des dispositifs, par exemple dans le calcul de la DGF, de mettre en place un taux d'insularité. Ce taux-là sera à 0 en métropole, il sera à 10 par exemple en Guadeloupe, il sera à 20 à la Désirade ou à Magalan. Et ça permettra justement d'équilibrer au niveau des territoires. C'est ça que je veux qu'on puisse mettre en place, qu'il y ait plus de Guadeloupe au sein de la République. C'est un peu ça mon slogan de campagne, mais c'est un peu ça qu'il faut reconnaître, la reconnaissance de notre handicap structurel permanent. Alors, c'est vrai que dans les 3 missions dévolues aux députés, donc il y a la proposition de loi, et donc moi, à mon niveau, c'est revitaliser donc le Nord Grande Terre, donc créer de l'activité avec une zone franche d'activité, parce qu'on sait que les zones franches d'activité vont prendre fin en 2018, donc il faut renégocier une zone franche d'activité pour pouvoir créer de l'emploi dans le Nord Grande Terre, pour pouvoir équilibrer le territoire. Mais surtout, à notre niveau, c'est quand on regarde les agriculteurs, la retraite des agriculteurs. Donc il faut voir aussi une revalorisation des retraites des agriculteurs et des marins-pêcheurs. Comment peut-on aujourd'hui, au XXIe siècle, vivre avec une pension de retraite de 400 €, 490 €, et donc inférieure au seuil de pauvreté? Et de 600 €. Voilà. Donc il faut demander une revalorisation des retraites. Et surtout, nous avons une surpopulation carcérale. Donc il faut prévoir une loi spécifique pour les prisons, pour pouvoir accompagner, donner les moyens aux services pénitentiaires, notamment pour l'insertion et la probation. Vous avez, le député a les moyens d'aller dans les prisons, voir ce qui s'y passe. Combien de députés l'ont fait jusqu'ici? Justement, je serai la députée qui ira voir, je serai une députée du terrain, voilà, qui ira voir et pour pouvoir porter justement des réponses, des solutions à ces personnes qui sont en difficulté. Parce que dans cette population carcérale, on voit bien que c'est la violence. Comment on peut tolérer une telle violence? On agresse, entre eux, ils s'agressent, ils agressent les gardiens, etc. Donc il y a une violence à l'intérieur. Il faut juguler tout ça. Donc vous, la solution, c'est pas de créer des places supplémentaires, c'est de travailler sur l'insertion à l'intérieur. C'est vrai qu'ils sont, pour l'instant, se plaignent d'être trop oisifs et de ne pas être assez occupés au quotidien. Donc, absolument. Alors, nous allons passer à la conclusion
puisque vous aurez... Peut-être Justine Bénin. Madame Bénin a Non, mais un petit j'irai peu d'avance. rapidement parce que c'est important. Vous m'avez pas laissé finir, Madame Bénin. Pardon. Nous allons passer dans un instant à l'action, donc je vous demanderai de résumer votre Non, pensée. j'irai très très vite. J'ai 5 priorités. La première des priorités, c'est anticiper le vieillissement de la population. Et vous le savez très bien, à l'horizon 2030, le nombre de la population vieillissante. L'adaptation des lois aux réalités, à l'intérêt supérieur de la Guadeloupe. Pourquoi un député? Sinon, nous avons le pouvoir d'habilitation en Guadeloupe. Nous l'avons fait avec l'énergie, avec la formation professionnelle, mais il faut aller plus loin. Parce que les lois votées pour la France hexagonale, eh bien, ne sont pas des fois adaptées aux réalités des Outre-mer et singulièrement à la Guadeloupe. Troisième priorité, lutter contre l'insécurité en renforçant la protection de notre littoral et bien évidemment en augmentant la prévention de la délinquance avec un travail partenarial avec le conseil départemental. Quatrième priorité, c'est le développement de l'emploi avec des propositions concrètes et réalistes pour concourir au développement de nos industries. Et là, je soutiendrai l'activité de Gardel, l'activité de nos de Bellevue et compagnie. Mais je soutiendrai aussi les marins-pêcheurs pour qu'on puisse adapter les lois aux dispositifs. Mais oui, c'est important. Et nos pêcheurs aussi. Mais c'est important. Et cinquième point, c'est bien évidemment proposer un projet de loi pour que la Guadeloupe soit un territoire pilote en matière de développement durable. Mais je vous le dis... Madame Pompilius. Oui. Allez-y. Donc au niveau, je vais très bonne, 5 domaines dans mon action au niveau parlementaire, au niveau social et sociétal. Donc j'ai parlé du revenu universel d'activité. Donc j'invite nos concitoyens à aller télécharger la fiche avant-projet sur notre site capcitoyen.com pour en savoir plus. Deuxième point, ça concerne les aidants. Vous savez qu'il y a un gros problème puisqu'on est dans une population qui vieillit. À terme, on aura beaucoup de personnes âgées et beaucoup de personnes âgées veulent rester chez elles et n'ont pas forcément les moyens d'être en EHPAD. Donc, effectivement, trouver une solution de financement pour aider les aidants et soulager un peu les familles. Donc, ça permettrait de régler le problème. Ça, c'est au niveau social et sociétal. Au niveau de l'environnement, qui est une traçabilité des produits que nous mangeons au niveau agricole. Effectivement, puisque vous savez que nos terres ont été polluées par le chlordécone, entre autres. Donc, accompagner les agriculteurs vers une agriculture naturelle, sans pesticides, et voire même biologique, on est d'accord. Au niveau de l'outre-mer, donc impulser l'élaboration d'un vrai projet de société adapté à chaque région. Notamment, je pense que ça peut se faire dans le cadre des assises d'outre-mer, pour effectivement évoluer vers, pourquoi pas, une évolution statutaire de nos régions pour une région autonome, puisque dans les régions ultrapériphériques, nous avons Madère, les Açores et les Canaries qui sont autonomes, ils sont rattachés à l'Espagne et au Portugal. Et enfin, au niveau de l'Europe, proposer donc la création d'un statut de travailleur européen réservé exclusivement à des compétences non disponibles localement pour ne pas concurrencer donc la main-d'œuvre locale. Ça, c'est important, puisque vous savez qu'on est dans l'Europe. Et dernière proposition pour l'Europe, proposer donc surtout pour les marins-pêcheurs, puisque nous sommes dans une zone de marins-pêcheurs, de zone rurale. J'étais dernièrement au 4e forum des régions ultrapériphériques à Bruxelles, et cette problématique est toujours là. Donc, il faudrait effectivement trouver une solution avec la France, puisque la France est également, les pays États membres sont également concernés, et l'Europe, pour trouver une solution pour aider les marins-pêcheurs à financer leurs bateaux, puisque ça pose vraiment un problème dans le cadre d'une pêche artisanale, parce que l'Europe mélange tout. Madame Pompilius, comment peut-on, situation outiller tout cela, ce que vous souhaitez, avec les outils qui existent déjà sur le plan local? Le schéma régional, schéma régionaux, un certain nombre des schémas ont été définis. Comment vous pouvez intégrer tous ces outils que nous avons à disposition avec vos propositions? Madame Bénin. Ce que je disais en préambule, ce que vous avez demandé, quel député je souhaite être, je vous ai dit que je vais être le porte-voix des demandes sociales et jouer l'interface avec les collectivités. Oui, il y a le schéma d'aménagement régional, les schémas de formation aussi bien du sanitaire, du social, le schéma de développement économique et d'autres. Eh bien, c'est à nous, en tout cas ce sera à la députée que je suis, eh bien, de travailler en collaboration, de concert et en partenariat, parce que nous voulons l'intérêt supérieur de la Guadeloupe. Nous ne pouvons pas vouloir l'intérêt supérieur et être à côté de la plaque avec le président du conseil régional, le président du conseil départemental et nos présidents
communauté d'agglomération. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il faut faire un appel à l'unité guadeloupéenne au regard des difficultés et des explosions que nous voyons venir et que nous essayons de stopper pour justement avoir un vrai projet. Alors, on va devoir justement vous stopper parce que vous avez de l'avance. Alors, sur cette partie de l'émission, un dernier mot et après on passera à la conclusion. Oui. Alors, effectivement, il y a quelques points que j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Je veux aussi qu'on puisse faire une loi sur l'eau. Et que aujourd'hui donner obligation de payer l'eau quand l'eau coule dans le robinet. C'est vrai qu'on le voit et beaucoup de familles n'ont pas d'eau. Il faut véritablement que cette loi soit créée, qu'on puisse payer l'eau uniquement quand l'eau coule dans le robinet. Il faut aussi, je vais œuvrer à mettre en place un fonds de garantie pour les très petites entreprises. Donc ça, ce sera un de mes engagements, parce qu'aujourd'hui, les très petites entreprises, lorsqu'elles vont à la banque, elles ne sont pas soutenues. Il faut mettre en place un fonds de garantie pour les très petites entreprises. Et j'avais dit, effectivement, le système de quotas à l'embauche pour les Guadeloupéens. Et donc, voilà, c'est en gros le projet que je souhaite mettre en place. Aussi, au niveau du développement durable, au niveau de la défiscalisation, réorienter la défiscalisation vers le développement durable, vers l'économie verte. Donc, c'est tout cela aussi que nous souhaitons mettre en place. Et puis, il y a un volet aussi important concernant la loi Taubira concernant la traite de l'esclavage. Il faut commencer à penser aux réparations. Donc, je crois que je vais œuvrer quelle aussi. Forme, selon vous, quelle forme ça doit être? Quelle forme ça doit avoir, justement? Il faut prévoir des rencontres avec des experts, mais je crois que en tant que député, il faut véritablement travailler dessus parce que nous sommes des républicains. Je suis un républicain, je crois en ces valeurs, liberté, égalité, fraternité. Je crois que véritablement, il y a quelque chose à faire en ce sens-là et ensemble, en commission avec l'ensemble des Outre-mer, des députés Outre-mer, nous allons, je pense, travailler sur ce volet-là qui est important pour les générations futures. Madame Péromal, vous je voulez dois rajouter préciser que c'est vrai, nous avons eu des députés, mais c'est Madame Cécile Duflot qui a proposé déjà un projet de loi sur les réparations. Et donc, en fait, pour moi, la députée que je serai un relais avec les administrations, avec les élus, les collectivités, avec le monde syndical, pour pouvoir vraiment porter la voix vers à l'Assemblée nationale. Donc, mais une réparation sous forme financière? Oui. Alors, ça reste à voir. Si, il faut échanger, il faut continuer à... Et pourquoi pas? Puisqu'on a du rattrapage à faire. Notre territoire on a des soucis, donc il faut mettre en place un plan de rattrapage. De plan d'investissement. Voilà, un plan d'investissement pour faire, parce que M. Macron propose, dans les 8 propositions, qu'il y ait un plan de rattrapage pour la Guadeloupe. Déjà, un plan de 1 milliard en tout cas pour les Outre-mer. Tout à fait. Donc parmi les 50 milliards de son grand plan des infrastructures, que ce soit pour l'assainissement, que ce soit pour l'eau, pour les routes. Donc nous avons un retard à combler. Donc la députée que je serai, je ferai entendre ma voix pour pouvoir obtenir ces moyens-là pour le rattrapage. Dans quel groupe? Alors, c'est clair et net, je suis à gauche. Oui. J'attendrai. Non, mais ça, voilà. Maintenant. Vous êtes à gauche, là, sur la table. Mais il faut attendre que les députés soient élus parce qu'il y aura un bouleversement, il y aura un changement. Donc, nous verrons au niveau donc de l'Assemblée quels sont les différents groupes qui vont se mettre ensemble. Mais c'est clair que j'ai des valeurs de gauche, de justice sociale, de solidarité et de progrès. Donc, ces valeurs-là, je les défendrai. Madame, s'il vous plaît, vous avez du retard en temps, donc je peux encore vous poser une question. Si vous n'êtes pas qualifié pour le second tour... Mais je serai qualifié. Je travaille pour être qualifié. J'entends bien. Je n'ai pas dit que vous ne le serez pas. J'ai dit si vous n'êtes pas qualifié au second tour, qu'est-ce que vous faites? Vous vous appelez à voter pour une de vos collègues ici présents, pour une des personnes dans la circonscription? Non, monsieur, on est au premier tour. Oui. Nous parlons du premier tour. Oui, d'accord. Donc nous travaillons, c'est la population qui décidera. Donc faisons confiance à la population. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et moi je me mets au-dessus de toutes ces tractations, de toutes ces alors les coups bas, tout ce qu'on peut voir là. Et on parle de moraliser la vie publique, la vie politique. Donc il faut déjà commencer à notre niveau. Donc cela. Et donc nous travaillons. La langue de bois aussi. Donc, non, voilà, mais monsieur, on ne peut pas parler de second tour. On ne peut
pas parler de second tour dans la mesure où on est au premier tour. Donc nous nous bataillons pour le premier tour. D'abord, je vais rajouter, parce que vous m'avez dit que qu'on passe à la conclusion. Voilà, je rajoute quand même quelque chose. Pour pouvoir résoudre les problèmes de la Guadeloupe, il faut qu'on pense à une évolution, il faut poser la question de l'évolution statutaire. Donc l'évolution des institutions. Un dernier mot de Madame Pompilius. Et donc je termine en disant que cette évolution doit s'inscrire dans un cadre permettant une plus grande responsabilité et aussi de mettre en place des politiques publiques adaptées et efficaces pour le territoire. Très bien. De toute façon, je l'ai évoqué, l'évolution. Juste un petit mot, après on passe au Voilà, donc je voulais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Gauthier. Rapide, hein. Oui. Concernant la réparation, bien sûr, ça fait partie de mon programme. Donc moi, je propose carrément la création d'un fonds, aussi bien sur le plan national que sur le plan européen, très bien, Madame Pompilius. pour régler cette L'heure est venue de passer question-là. à la conclusion du débat. Voilà. Alors on va reprendre l'ordre de passage. Madame Diana Perron. Oui, écoutez, comme je l'ai dit en préambule de mes propos, la situation de la Guadeloupe est très alarmante. Tous les voyants sont au rouge, économiquement, socialement notamment. Donc il va nous falloir avoir des députés efficaces. Et le mot important, c'est l'efficacité, la réactivité. La compétence, bien évidemment, la disponibilité et le côté très actif, motivé, déterminé, volontaire à faire avancer les projets de la Guadeloupe. Alors, un candidat, un député efficace, c'est avant tout un député qui connaît sa circonscription, sa région, qui a en charge les dossiers de la circonscription, de la région, mais qui connaissent également les fonds européens. Il faut savoir que j'ai un master en relations et affaires internationales et européennes, donc c'est vrai que les questions, j'ai pas eu le temps de les développer tout à l'heure, mais les questions des fonds européens, je les maîtrise parfaitement et on ne peut pas aider la Guadeloupe sans effectivement l'Europe. Justine Bénin. Alors, dans ces élections législatives, je suis accompagnée de Guylaine Jeanne, qui est une jeune femme gosiérienne et qui m'accompagne dans cette belle aventure des législatives qui part d'Anse-Bertrand et qui arrive jusqu'au Gosier en passant par la Désirade. Les Guadeloupéens m'ont toujours vue à l'œuvre, ont toujours vu une femme engagée, déterminée et toujours tournée résolument dans l'action. Et pour cela, je m'adresse à l'ensemble des habitants de la 2e circonscription. Je leur dis de faire confiance à cette jeune femme que je suis et vraiment de voter le 10 juin et de penser au programme que je vais leur proposer avec les 5 priorités que je viens d'évoquer tout à l'heure, en leur disant qu'il faut faire confiance à cette nouvelle génération d'élus, qu'il faut faire confiance à Justine Bénin et à Guylaine Jeanne, avec ensemble pour un nouvel élan. Madame Pompilius. Donc pour terminer, moi j'invite nos concitoyens à voter bien sûr pour moi pour un renouvellement actif pour la Guadeloupe, parce que je suis quelqu'un d'engagé sur le terrain depuis déjà quelques années. Et je voudrais rajouter que pour justement rendre efficace mon action à l'Assemblée, pourquoi ne pas, d'ailleurs c'est Olivier Servat qui l'a proposé et je suis tout à fait d'accord avec ça, créer donc carrément un groupe parlementaire outre-mer, ça c'est jamais fait, pour pouvoir défendre réellement les intérêts de nos territoires, puisqu'on est toujours noyé dans des groupes parlementaires, mais qui ne seraient pas effectivement dans l'opposition, mais toujours dans la majorité présidentielle. Et je voulais donc rajouter que effectivement j'ai une suppléante pour cette élection qui est Guylaine Pioche, elle est bien sûr de Sainte-Anne, mais aussi de la Désirade. Okay. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sophie. Voilà. Alors moi, ma suppléante, c'est Marlène Bernard, qui est conseillère départementale et qui est adjointe au maire dans la ville de la commune de Port-Louis. Donc, avec ces 2 personnes, donc ce binôme, nous allons donc sillonner la circonscription, porter notre projet, faire entendre notre voix pour pouvoir défendre les intérêts de la Guadeloupe. Donc, moi, je suis une femme engagée, je suis une femme responsable, et donc c'est à la force de mon engagement que je vais convaincre la population pour faire le choix de Sophie Pérumal le 10 juin. Merci. Sébastien Gauthier, une conclusion. Oui, alors ma suppléante, c'est Marie-Paul Fernandez, qui est du Gosier, qui a beaucoup travaillé avec Cédric Cornet. Je veux vous dire que je suis un homme d'engagement, un homme de travail. Je n'ai pas peur du travail. Quand je m'engage à fond. Je crois que j'ai aussi cette capacité à apporter des solutions. Donc, je vous demande de regarder mon programme, de voir effectivement même ce que j'ai fait, ce que j'ai entrepris sur le territoire. Et je vous demande aussi véritablement d'aller dans le sens de la nouvelle politique, le mouvement que j'ai créé, donc pour le renouvellement.
Et donc, ensemble, Marie-Paul et moi, nous sommes effectivement engagés pour permettre de construire la Guadeloupe. Nous voulons plus de solidarité au sein de la République, plus de Guadeloupe au sein de la République. Nous voulons plus de notre culture aussi au sein de la République. Merci à tous. Merci. Je vous rappelle que ce débat sera rediffusé samedi matin à 8h, si vous suivez ATV, puisque nous avons pris la décision de diffuser les débats de la première circonscription et également de la deuxième circonscription à 8h samedi matin sur notre antenne. Mesdames, merci d'être venus. Monsieur Gauthier, merci. Cette première partie de notre débat sur la deuxième circonscription s'achève et on se retrouve dans un instant pour la suite.